Merci à Kovan d'avoir chauffé la salle, c'est vraiment génial, j'ai jamais eu ça, c'est inédit. Donc on va effectivement parler de GEO, donc d'optimisation pour les moteurs de recherche d'IA générative. Bon, je vais donner quelques définitions histoire qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Euh, Très rapidement, je me présente, donc Olivier Dufay, je suis le fondateur de WebRank Info. Je pense que si vous vous intéressez au SEO, vous avez peut-être déjà entendu parler de WebRank Info. Ça fait quand même déjà 23 ans, donc je suis carrément de la team des dinosaures. Et je suis toujours consultant SEO depuis cette époque, au sein de la société WebRank Expert. Et je fais aussi des outils dans un SaaS qui s'appelle My Ranking Metrics. Donc c'est des outils, évidemment, vous l'avez deviné, SEO, mais aussi GEO pour s'adapter, parce que justement, c'est un petit peu le sujet du moment. On a carrément besoin de s'adapter, comme toujours. Hein. Le SEO a toujours besoin de s'adapter. Chaque année, on nous dit qu'il est mort. Là, il faut avouer quand même que ça bouge fort. Ça bouge très fort. Il y a une évolution majeure du search qui vient tout simplement de l'IA. Initialement, il y a 2-3 ans déjà, ChatGPT. Et on a des nouvelles façons de venir chercher l'information. Et on va s'écarter de plus en plus du modèle qu'on a connu depuis 20 ans, à savoir, on fait une requête et Google nous affiche des listes de résultats. Donc, on va donner quelques définitions. Donc, il y a plein de sigles qui existent pour qualifier ça. Moi, j'ai décidé, je suis de la famille GEO, voilà, pour Generative Engine Optimization. Donc, c'est un peu l'équivalent du SEO, mais cette fois-ci, spécialement sur les chatbots IA dont j'ai donné quelques noms et mis quelques logos en bas là, de l'écran. Donc, pour les nommer, les plus connus, hein, c'est quand même ChatGPT, Copilot un peu moins quand même, et Gemini, celui de Google. On parlera peut-être un tout petit peu aussi de ce qui se passe dans les résultats de recherche actuels de Google. Donc ça s'appelle les AI Overview, mais c'est un peu différent. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme différence à expliquer entre le GEO et le SEO? L'objectif il change un petit peu en fait. On est habitué depuis toujours à avoir donc des classements avec des listes de résultats, à se dire ouais, est-ce que je suis bien positionné, à regarder sa position, et évidemment à regarder ensuite quel trafic on a réussi à générer grâce à ça. C'est un peu différent sur ces moteurs IA parce qu'on n'a plus vraiment de notion de classement, on n'a même pas vraiment de notion de mots-clés parce qu'on va parler de prompt ou de questions. Et là, on rentre dans du langage naturel et même dans de la conversation. Donc, on n'a plus vraiment de résultats numérotés. Et malheureusement, on n'a pas toujours non plus beaucoup de trafic. Donc on va avoir moins de trafic généré par ces outils-là parce que soit il n'y a aucun lien, parfois, je vais vous montrer des exemples, soit il y a des liens, mais ils sont sacrément discrets. Donc en fait, on va se tourner vers une approche plus marketing, j'ai envie de dire. On va chercher si nos marques sont mentionnées. Donc la notion de mention de la marque, c'est quelque chose dont on va parler, à mon avis, de plus en plus. Et en plus de ça, on a aussi la possibilité de voir quel est le sentiment associé à notre marque dans les réponses. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être assez neutre, et tout ça, c'est tout à fait possible de l'analyser. Alors, comment ça fonctionne? Un moteur de recherche d'IA générative. Alors, vous avez tous entendu parler peut-être des LLM, voilà, des grands modèles de langage. Donc, ces outils-là, presque tous, hein. Par exemple Perplexity, c'est pas le cas, mais mettons, prenons ChatGPT, il a créé un LLM en se basant sur des données récoltées jusqu'à une certaine époque. Par exemple, je sais pas, jusqu'à il y a 6 mois, ça peut pas être fait tous les jours, hein, parce qu'après, tout ça est digéré, analysé, et pour mettre à jour le LLM. Quand l'internaute arrive, et c'est l'objet de mon schéma, il va faire sa recherche, son prompt, voilà, il va poser une question en fait. Alors cette question, elle va être décortiquée et le moteur va en fait essayer de comprendre vraiment la sémantique qui est derrière. Donc c'est vraiment pas associé pur aux mots-clés, c'est vraiment quel est le sens qui est derrière. Il peut y avoir plusieurs requêtes en fait qui sont créées sans qu'on s'en rende compte.
et qui vont être utilisés pour aller chercher dans la base de connaissances ou, sur la partie droite, parfois, pas toujours, chercher également en temps réel dans un moteur de recherche. Et à partir des résultats du moteur de recherche, qui seront donc plus frais et plus actuels que la base de connaissances que l'IA avait constituée, eh bien, cette IA, elle va avoir plein de données, de documents, elle va en sélectionner certains, ceux qui apportent le plus de précision pour préparer la réponse. Et donc la réponse, elle va être générée en direct par IA pour fournir la meilleure synthèse possible à l'utilisateur. Alors je vais donner deux exemples. Premier exemple, pourquoi dit-on que Toulouse est la ville rose? Vous voyez peut-être sur la droite, c'est la réponse de ChatGPT, où il n'y a pas besoin d'aller interroger un moteur de recherche. Les données d'apprentissage de ChatGPT suffisent largement à pouvoir répondre à cette question. Voilà. Donc ici, les données d'entraînement sont suffisantes. Il n'y a pas de recherche web qui est faite en temps réel. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, toujours sur ChatGPT, où a lieu le WordCamp en mai 2025 en France. Alors, en fait, si vous connaissez ChatGPT, vous voyez peut-être qu'il y a des options au moment de lancer la recherche, ou à côté de l'endroit où vous tapez votre question. Vous pouvez par exemple choisir d'activer la recherche web. Quand vous faites ça, vous êtes sûr que ChatGPT va aller interroger un moteur de recherche, Bing pour ne pas le nommer, pour aller récupérer des informations récentes. Mais quand, même si l'utilisateur ne l'a pas cliqué, ce petit bouton, si la question montre à l'IA qu'en fait il y a besoin de contenu frais, alors automatiquement en fait ChatGPT va aller interroger le moteur de recherche. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, là vous voyez recherche sur le web, ça s'affiche au début en espèce une petite animation, puis après ça disparaît quand la réponse arrive. Quand il y a ça qui se passe, ça veut dire que ChatGPT a compris qu'il a besoin d'enrichir ses données d'apprentissage par des données récentes. Et souvent, quand c'est ça, il y aura des sources qui vont être mentionnées dans la réponse. Donc là, ça permet d'avoir la bonne réponse, c'est très bien. Et ici, on voit un lien vers le site officiel du WordCamp. Et puis sur source, on peut cliquer pour en avoir un peu plus. Donc en fait, on se rend compte que la source des données utilisées par l'IA pour répondre à la question, parfois elle est uniquement figée. Donc l'IA va aller puiser dans ses données d'apprentissage uniquement. Donc ça c'est assez limité quand même, hein, c'est assez statique, mais après tout ça lui coûte moins cher que d'aller requêter en temps réel un moteur de recherche. Donc quand même pour tout un tas de questions basiques entre guillemets, eh bien ça suffit. À l'opposé, on va dire, on a des moteurs de recherche d'IA comme Perplexity, qui systématiquement en fait font une recherche web. Donc pour avoir les contenus les plus frais et les plus récents possibles. Bon, là donc de façon masquée, enfin plus ou moins masquée, ça dépend des outils qu'on utilise. Eh bien, on a une recherche qui est faite en temps réel. En fait, en général, et à mon avis, ça sera ça à devenir sur tous les moteurs IA, eh bien, on a quelque chose d'hybride. On a un fonctionnement qui va utiliser les deux selon ce qu'il y a besoin. Prenons un exemple. J'ai des problèmes avec un tendon d'Achille et j'essaye de trouver la cause et puis surtout des solutions. Admettons que j'utilise encore Google. Je suis de la vieille école. Qu'est-ce que je vais faire comme requête? Bon, un truc du genre cause, douleur, tendon d'Achille, pied droit et solution. Et je croise les doigts pour avoir des bonnes réponses dans Google. J'ai des listes de résultats, je dois cliquer sur ceux qui me paraissent pertinents, je dois aller lire les contenus. Donc je vais trouver des sites de médecins, des laboratoires, des conseils ou des sites spécialisés. Et je vais devoir me faire une synthèse pour se dire, ah oui, là, il y a cette cause-là qui est possible, etc., etc. Deuxième solution, j'utilise, mettons, ChatGPT. Et je vais balancer tout ça. Parce que là, on peut y aller. Hein. Et plus vous donnez de contexte, plus vous expliquez ce que vous voulez vraiment,
plus vous aurez une réponse pertinente. D'ailleurs, maintenant et dans les années à venir, on va devoir apprendre à faire une demande. C'est presque ce qui sera le plus dur pour nous. Ce ne sera pas d'utiliser l'outil, en fait. Enfin, c'est de converser avec lui et c'est de savoir tout lui préciser. Parce que ce qui n'est pas précisé, il est peut-être dans votre tête évident, mais si vous ne le donnez pas dans le contexte, eh bien, ça sera moins efficace. Donc, on peut y aller, on peut très bien détailler plus que ça. Et puis là, bon, comme c'est juste des captures d'écran, je ne peux pas non plus vous montrer toute une conversation qu'on pourrait avoir. Mais en général, et c'est une des grosses différences avec Google, c'est qu'il n'y a pas une requête et une réponse. Il y a une première question, une première réponse, et puis une deuxième question, et puis on enchaîne, on fait une conversation. Bon, qu'est-ce qui se passe sur ChatGPT si je lui demande tout ça? En version basique. Version basique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait une recherche approfondie, je n'ai pas cliqué sur recherche web. Bref, il va a priori, pour ce genre de questions, utiliser uniquement ces données d'apprentissage. Et il va me répondre ça. Bon, on voit à peu près. Bon, c'est déjà sympa, hein, finalement. J'ai un tableau de synthèse. J'ai déjà des pistes sur les causes possibles de mon problème et des solutions. Qu'est-ce qui manque là, quand même? Ben, il manque d'aller peut-être... Là, on a quand même envie d'aller voir les sites pour en savoir plus, pour avoir plus de détails. D'ailleurs, si je fais la même question, le même prompt, exactement le même, mais en ayant coché recherche approfondie ou non, c'était approfondir avant de répondre, bref, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On demande à ChatGPT de faire toutes les requêtes qu'il a envie de faire avant de me répondre. Par contre, on a un peu de mal avec ChatGPT, et vous allez voir, avec Perplexity, c'est différent. On a du mal à voir ce qu'il fait vraiment. Pourtant, en tant que SEO, ça m'intéresserait, parce que tout ce qu'il va faire comme requête sur Bing, ben, je prends un peu d'avance sur tout à l'heure, mais vous avez compris que j'ai besoin d'être bien positionné dans Bing sur toutes les requêtes qu'il va faire pour construire sa réponse. Si je suis absent de ces requêtes-là, j'aurai beaucoup moins de chances de sortir. Donc ici, par rapport au tableau d'avant, peut-être qu'il est plus pertinent, je ne sais pas, mais surtout, j'ai des sources là. Vous voyez, là, j'ai des liens, et si je veux, je peux cliquer et aller en savoir plus. Donc j'ai utilisé le même prompt sur Perplexity, et après, moi, je vous le montre comme ça dans l'autre sens, voilà. Après, je suis allé ici, cliquer sur tâches. Tâches, il liste les tâches que lui a enchaînées, en fait. Et c'est quoi ces tâches? Moi, je découvre les 2 requêtes qu'il a faites. Voilà, Perplexity a décidé, pour le prompt, l'énorme paragraphe là, que je vous avais montré, il a décidé de chercher d'abord, à mon avis c'est toujours sur Bing, hein, douleur, tendon d'Achille, cause, sport, genou, douleur associée, et ensuite les solutions. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment il décortique ma question en 2 ou 3 ou 15 ou plein de requêtes pour peut-être toutes les étapes et pour emmagasiner le maximum d'informations pertinentes. D'ailleurs, si vraiment vous cliquez sur Task et vous regardez bien ce qu'il fait, bon, c'est bizarre, c'est en anglais tout le temps, même si la sortie sera en français, il détaille tout ce qu'il fait en fait. Donc là, on en a quoi 5-6 paragraphes, ça peut très bien être beaucoup plus long. Peut-être que quelqu'un parmi vous a déjà essayé de préparer son prochain voyage avec une de ces IA en recherche approfondie, le truc où à la fin, il vous dit qu'il a consulté 80 pages sur le web pour bien se renseigner sur les horaires de train et les prix de je sais pas quoi, etc. Bref, il fait énormément d'analyses en direct, de façon plus ou moins cachée. Ce que j'aime bien avec Perplexity, c'est que c'est pas caché. On a la liste de tout ce qui est fait. Et ça va nous aider à comprendre comment ensuite on peut avoir plus de chances de sortir avec notre site dans les réponses. Donc si on regarde la tête des résultats, bon, on a toujours le tableau, parce que de toute façon dans mon prompt, j'avais demandé que ce soit sous forme de tableau. Et donc voilà, j'ai les causes possibles et j'ai les solutions. Alors comme je l'ai déjà dit dans une autre conf, les semelles orthopédiques, c'était ça le secret pour moi.
Depuis, je peux enfin refaire du sport, c'est cool. Et si j'avais eu ChatGPT à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, et pas des kinés qui me font bosser pendant 6 mois juste pour décaler de 20 minutes le temps où j'ai trop mal pour pouvoir faire du sport, c'est fou. Ça m'a un peu embêté de voir que là, une version basique, ici même, bilan postural, semelle orthopédique si besoin. Putain, il y avait déjà la réponse. Voilà. Et les kinés, pendant 6 mois, il n'avait jamais proposé aller voir un podologue. C'est incroyable. Qu'est-ce que je disais d'autre? Allez, on va prendre un autre exemple. Où est-ce qu'on peut acheter la meilleure chocolatine à Toulouse? Alors là, on ne va pas zoomer, on voit juste 3 types de résultats. Celui de gauche, on voit quasiment rien parce que c'est kilométrique, c'est Google. Donc Google, il nous met quoi? Alors, il n'y a peut-être pas de pub, il y a quand même un résultat qui était un article, il y a des autres questions posées, et puis après, on voit très bien la carte avec ici des établissements, et puis la fameuse boulangerie qui est à 400 mètres d'ici, qui fait les meilleures chocolatines, vous pouvez voir. Bon, et là, ça, c'est ChatGPT, et à droite, c'est Perplexity. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'en fait, ça finit par se ressembler. Je trouve qu'ici, finalement, ça se ressemble plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je demandais mes solutions pour mon problème médical, c'était très différent dans Google et dans les IA. Bon, voilà un peu pour la grande présentation. Maintenant, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Comment on voudrait être présent dans ces réponses? La première des choses qu'il faut faire, c'est être indexé. Voilà. Donc, pour indexer ces pages et avoir au moins une chance de sortir. C'est un peu comme dans le SEO classique. Si on est indexé, on a une chance de sortir. Ça, c'est la première étape. Et l'étape d'après, c'est OK, mais je suis 23e ou premier? Donc, la première des choses à faire, c'est de vérifier que vous ne bloquez pas les robots de ces IA, exactement comme Google vient crawler vos sites. Ces IA aussi, en partie, vont crawler votre site. Alors, j'ai essayé de faire le point. Cette fois-ci, je me suis quand même intéressé à Google avec Gemini. Il a un robot spécial pour l'IA qui s'appelle Google Extended. Si vraiment vous voulez être sûr de ne pas sortir dans Gemini, parce que vous ne voulez pas que cette IA utilise vos données, pourquoi pas, vous pouvez le bloquer et ça ne vous empêchera pas de sortir dans les résultats naturels classiques. Parce que le nom du robot est différent. Pour ChatGPT, il y en a 3 carrément. Donc il y en a un qui a été utilisé depuis longtemps et qui continue d'être utilisé pour mettre à jour les données d'apprentissage. Il s'appelle GPT-Bot. Et puis vous en avez 2 autres, mais donc pour la recherche web en direct et pour les actions de l'utilisateur. C'est-à-dire quoi les actions? C'est quand dans la conversation avec ChatGPT, vous lui demandez un truc, va voir telle page et tout, là, à ce moment-là, il envoie ce robot-là. Donc si vous le bloquez sur votre site, ça empêchera les utilisateurs d'avoir des réponses basées sur votre site. Mais on va voir, il y a une nuance tout à l'heure. Perplexity aussi a des bots, Perplexity Bot, voilà, pour la recherche web en direct, et user, voilà, comme ChatGPT. Mais il n'y en a que 2, il n'y a pas le troisième, il n'y a pas le premier. D'ailleurs, j'étais plus trop sûr de savoir pourquoi je trouvais pas quel était le nom du robot de Perplexity qui a servi à faire son LLM et ses données d'apprentissage. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé en recherche approfondie. Il a mis 3 minutes à me répondre. C'était très compliqué. C'était il y a 2 jours, c'était marrant. Et il m'a sorti 65 sources pour analyser ça. Et pour finir par me répondre, c'est normal si tu ne le trouves pas parce qu'il n'existe pas. Et en fait, j'avais oublié qu'effectivement, Perplexity, il est différent des autres. Il n'a pas son propre LLM. Il va utiliser ChatGPT ou Llama de Facebook ou DeepSeek. Il peut en utiliser plusieurs. Voilà. Alors, depuis, il en a créé un autre qui s'appelle Sonar, mais qui est quand même essentiellement basé sur celui de Facebook. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas un robot de Perplexity qui vient se créer sa base de données d'apprentissage. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on arrive le plus facilement à se faire indexer dans ces IA. Le plus simple, aujourd'hui en tout cas, c'est de passer par Bing. Oui, Bing, le moteur de recherche dont vous aviez entendu parler peut-être il y a
15 ans, on avait complètement oublié et on est en train de le dépoussiérer à fond. Bon, déjà, il gagne un petit peu de part de marché, mais surtout, il faut savoir qu'il est utilisé par énormément de monde. Bon, je ne vous parle pas des pseudo-moteurs de recherche qui en fait utilisent Bing, même si ça fait quand même quelques petites parts de marché. Mais là, je vous parle des IA, donc de ChatGPT et Perplexity en priorité. Ces deux-là utilisent beaucoup Bing. Donc pour être présent dans ces IA, il faut être présent dans Bing. Alors comment on fait pour être présent dans Bing? Vous pouvez aller dans Bing Webmaster Tools et renseigner vos URL. Mais moi, j'ai testé depuis 6 mois à peu près un truc qui s'appelle IndexNow et qui est carrément plus efficace. Alors, pour expliquer ça, je vais aller très vite. Il y a 3 moyens pour un moteur de recherche en fait de connaître des URL. Le moyen le plus classique, c'est d'aller crawler le site. Donc, il crawl le site et puis après, il trouve des liens vers d'autres pages et puis il continue d'aller voir toutes les pages. Bon, deuxième moyen, en tant que propriétaire de site ou SEO, vous lui donnez un sitemap. Donc le sitemap, il va lister les URL que vous voulez faire indexer et il va aller crawler ça. Normalement, si tout se passe bien, il va aller indexer les pages. Mais ces deux trucs-là, c'est pas très efficace, surtout pour le moteur de recherche, parce qu'il va pas savoir à quelle vitesse, à quelle fréquence il faut venir crawler vos pages, même dans votre sitemap. C'est complètement débile de la part de Bing, par exemple, de dire, tiens, toutes les 5 heures, je vais aller voir son sitemap pour voir s'il n'y a pas eu des changements. Parce que s'il fait ça et qu'en fait, il faut attendre 3 mois avant qu'il y ait un changement, il aura perdu tout son temps. D'où la troisième idée qui est là, de faire un système de push. C'est-à-dire que c'est le site web qui déclare au robot des moteurs de recherche, viens voir, j'ai des nouvelles pages qu'il faudrait que tu viennes crawler. Les autres, c'est pas la peine, elles n'ont pas bougé. Donc ce mode push, c'est comme ça que fonctionne IndexNow. Donc en fait, on va prévenir IndexNow qu'on a des nouvelles URL ou des URL modifiées, ou pourquoi pas des URL qui sont importantes en ce moment et qu'il faut venir indexer. En tout cas, crawler. Alors pourquoi je vous dis IndexNow et pas Bing? Parce que Bing, donc Microsoft, a proposé une association, enfin un truc ouvert, pas que à Bing, aux autres moteurs de recherche, tous ceux qui le veulent. Ils font des pieds et des mains pour que Google vienne dans IndexNow. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais il y en a d'autres. Il y a Yandex en Russie, il y a d'autres moteurs en Asie, etc. Et donc, à chaque fois que vous envoyez des URL à IndexNow, tous ces moteurs qui utilisent IndexNow vont être prévenus instantanément dans la seconde qui suit. Et s'ils ont envie, ils envoient leur crawler, pareil, dans les secondes ou les minutes qui suivent. Et j'ai fait des tests, répétés, plein de fois, où vous donnez des URL que vous venez de mettre en ligne sur un site à IndexNow, et quelques minutes plus tard, vous voyez Bing arriver, et quelques minutes plus tard, la page elle est dans Bing, alors qu'elle n'était pas maillée sur le site, elle n'était pas dans des sitemaps, il n'y avait aucun moyen de la trouver autrement. Et quelques minutes plus tard, elle est dans ChatGPT, elle est dans Perplexity. Et si je regarde mes logs, je vois aucune trace des Perplexity bots et des GPT bots. Même dans les semaines qui ont suivi, il n'était toujours pas venu. Ça veut bien dire que ces IA, elles utilisent essentiellement Bing pour venir créer leur index, en fait. Voilà, donc IndexNow, vous pourrez vous renseigner, c'est plus ou moins facile à utiliser. Il y a une API qui existe, donc vous pouvez l'utiliser avec un peu de dev. Vous trouverez forcément des plugins WordPress qui l'utilisent. Et puis voilà, moi j'ai aussi fait ça dans mon outil RM Console, ça l'automatise. Alors maintenant on va voir comment on va optimiser pour ces IA. C'est assez classique finalement. Je vais essayer de pointer du doigt les quelques différences avec le SEO. Alors au niveau du contenu, il faut des contenus très structurés, très carrés, une bonne structure de titres, sous-titres, H1, H2, etc. Des listes à puces, des encadrés, évidemment surtout pas de jeux de mots. En fait, il faut que l'IA arrive à extraire les réponses à des questions, tout simplement, tout le temps. Vous pouvez faire aussi des résumés en début d'article, ça marche très bien. D'ailleurs, c'est pas mal aussi, je trouve, pour confirmer à l'internaute, tu vois, dans cet article, tu vas apprendre ça, ça et ça. Pour en savoir plus, vas-y, lis la suite, mais au moins on essaie de l'accrocher et qu'il reste sur la page.
Les FAQ, c'est pareil, c'est assez classique. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on utilise aussi pour les SEO, surtout depuis quelques années, j'ai envie de dire, où il faut être plus précis, plus direct à apporter les réponses, aussi bien à Google qu'à ses IA. Ok, bon, on va essayer d'accélérer un petit peu. Et alors voilà, un point important, c'est que les moteurs IA ont l'air de s'intéresser beaucoup à la fiabilité des contenus. Et donc, ils vont chercher si dans vos contenus, il y a des traces, il y a des moyens de confirmer que c'est un contenu sérieux. Et par exemple, si vous avez des données factuelles, si vous sourcez vos informations, si vous mettez des chiffres, tout ça, ça a l'air de mieux marcher en tout cas que sur Google. Les contenus doivent être tout le temps à jour. C'est quelque chose qui est encore plus important qu'avec Google. Donc, si vous ne savez pas trop comment faire ou quelles sont les étapes pour bien mettre à jour vos contenus, je vous ai mis ici l'URL d'un dossier assez complet. Et puis, on va passer à la technique maintenant. La technique, pas grand-chose de spécial à dire. Évidemment, bon, je l'ai mis en bas, mais on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que vous mettiez des bâtons dans les roues pour ces robots. Des données structurées, tout ça c'est classique. Ah voilà, ça c'est important. Pour l'instant, ces IA n'utilisent pas JavaScript. Donc si JavaScript est nécessaire sur votre site pour générer le contenu, ben, il y a un problème. Il n'y a pas vraiment un problème, je dis pas vraiment un problème avec Google, mais en tout cas, avec ces IA, c'est un problème. Donc moi je continue de vous dire, le contenu de votre site doit être accessible, même si vous n'avez pas JavaScript. Et enfin, les critères externes au site, est-ce qu'on a des backlinks? Ben, je l'ai mis en bas. Apparemment, d'après ce que je sais, parce que tout ça c'est quand même assez récent, non, les ChatGPT et compagnie ne calculent pas des backlinks, des PageRank, des trucs comme ça, du graphe du web. Alors indirectement oui, parce que ils vont quand même utiliser Bing ou Google pour faire la recherche, comme on l'a dit tout à l'heure. Par contre, ce qui va compter, c'est les mentions de la marque. Et pour l'instant, ça a l'air d'être un peu facile de spammer parce que c'est quand même beaucoup lié à la quantité. Donc si vous balancez partout sur le web, dans plein d'articles, sur plein de sites, des mentions de votre marque associées à des mots comme vous êtes un fournisseur de solutions pour ceci ou de produits pour cela, eh bien ça vous aidera à fortement ressortir. Alors sur quel site il faudrait aller? Bon, évidemment, si vous avez la possibilité d'aller sur des sites de référence, des sites médias, ça sera des sites spécialisés, ça sera forcément mieux. Ça aide d'ailleurs de faire des relations presse. Wikipédia, si jamais c'est approprié pour vous. Mais en fait, en pratique, moi je préfère trouver des choses plus accessibles, j'ai envie de dire, des sites plus simples. Mais quels sites? Tous ceux qui sortent quand on fait des recherches et que ces sites sont marqués en tant que source. Donc en fait, il suffit entre guillemets, de faire plein de prompts dans votre secteur d'activité, de récupérer toutes les réponses obtenues dans ChatGPT ou dans Gemini ou dans Perplexity, etc. et de voir quelles sont les sources qui reviennent le plus souvent. Et ensuite, débrouillez-vous pour être présent dans ces sources. Alors juste un tout petit bonus très rapide. Aujourd'hui, ces IA ne savent pas tenir compte du comportement utilisateur. Tout simplement, ils n'ont pas les données. Mais comme ils utilisent beaucoup Bing et Google pour Gemini, eh bien c'est en fait important d'optimiser vos contenus pour la satisfaction utilisateur. Alors pour ceux qui connaissent le SEO, et je crois qu'on en a parlé ce matin, je vous encourage à chercher NavBoost. C'est le nom de l'algo de Google qui est utilisé. Pour Bing, j'en ai déjà discuté avec eux. Ils ont exactement le même genre, même si on ne connaît pas le nom, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de procès ou de fuite de documents, comme c'était le cas pour Google. Donc vous chercherez NavBoost WebRank Info, parce que j'ai un dossier sur WebRank Info sur ça. Allez, je termine par le suivi. Comment on va faire le suivi sur les IA? Eh bien, vous voyez ici, j'ai cherché, donc là c'est des chaussures de randonnée. J'ai des marques qui sont mentionnées, je les ai toutes entourées en jaune. Donc, les outils qui vont extraire ça, ils doivent trouver automatiquement quelles sont les marques qui sont mentionnées. Éventuellement, on peut voir le positionnement de ces marques, même si
on peut pas vraiment parler de position. Bon. Ensuite, on peut analyser le sentiment qui est associé à chaque marque. Donc je l'ai entouré ici en vert. Et puis on a des sources. Donc là, on a Topo Rando, je vois qu'il arrive 2 fois, Inspiration Montagne et tout. Bah, c'est des sites qui ne sont pas forcément si connus que ça, mais qui prennent une importance maintenant avec les IA parce qu'elles sont marquées ici en source. Voilà. Ça, c'est dans Perplexity, c'est exactement pareil. Alors, désolé, mais là, je vois que le temps, il passe un peu. Je vais essayer d'accélérer. On va plutôt s'intéresser à ça. Voilà. Avant, regarder notre position dans les moteurs de recherche. Ben là, on va regarder, est-ce qu'on est mentionné? Donc, est-ce que la marque est mentionnée? Oui ou non? Et puis après, ben, on peut faire aussi des pourcentages. Combien de pourcentage de fois j'ai ma marque qui a été mentionnée quand je cherche des chaussures de randonnée si moi, j'en vends. Voilà. Après, on peut calculer tout un tas de scores et de parts de voix. Part de voix, bah, c'est un peu la même chose que la visibilité, c'est juste que le total des parts de voix de tous les acteurs, toutes les marques qui sont citées, fera 100%. Voilà. Donc ça permet de voir un petit peu, si je fais 100 prompts qui sont autour des chaussures de randonnée, eh bien, dans combien de réponses il y aura telle marque qui sort, combien de réponses telle marque, etc. Voilà. Le trafic généré est très facile à mesurer, aussi bien en SEO que, que pour ces moteurs IA. C'est juste que par défaut, dans Analytics ou dans Matomo, etc., pour l'instant, il n'y a pas une façon facile de trouver ChatGPT ou Perplexity, mais il suffit de faire un petit filtre sur l'origine du trafic et ça sera facile à repérer. Et qui dit trafic généré dit aussi conversion. Vous pourrez derrière les vérifier. Un petit conseil sur la façon d'aller interroger tous ces outils-là. Donc on parle de prompt. Il faut, comme d'ailleurs quand on fait une analyse de mots-clés, il ne faut pas s'arrêter à 5 ou 10 prompts. Parce que ce n'est pas avec 5 ou 10 prompts que je vais savoir juger si ma marque elle sort bien sur la thématique des chaussures de rando. C'est plutôt une centaine, je dirais, par thème, au moins. Bon. Et il y a 2 types de prompts. Il y a des prompts que je vais appeler d'analyse concurrentielle. C'est-à-dire que dans le prompt, je ne mentionne pas ma marque. Je vais dire, je cherche des chaussures de rando pour ceci, cela, et on espère trouver notre marque mentionnée. Et on va calculer combien de fois c'est nous, combien de fois c'est les concurrents. Je vous conseille de faire une deuxième analyse aussi, en plus de celle-là, une analyse de la marque. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment aujourd'hui en SEO, mais encore une fois, qui va prendre plus d'importance là. Vous allez demander à ChatGPT plein de questions à propos de vous, à propos de votre marque, pour voir s'il connaît bien votre marque et qu'il pourra bien la présenter à ses utilisateurs et donc à vos futurs clients. Est-ce qu'il en parle en bien ou en mal? Et est-ce qu'il y a des sources qui étayent les affirmations de ChatGPT ou Perplexity? Et si ces sources racontent n'importe quoi, eh bien, si vous avez un tracking de ça, c'est quand même bien. Vous allez pouvoir contacter ces sites et essayer de corriger les choses. Voilà. Si vous les regroupez par thème, bah, vous pourrez avoir des scores par thème. Les sites les plus souvent présents dans les sources, on l'a déjà vu. Voilà. Et donc, quels outils existent? Bon, il y en a plein qui sortent maintenant. Donc, pour être très transparent, moi, je suis en train d'en finaliser un sur mon outil RM Console. D'autres très connus. Là, il y a un Autrichien qui s'appelle Otterly, il y a un des plus gros aux États-Unis qui s'appelle Profound, et un Allemand également là. Donc ça, c'est des outils qui marchent très bien. Voilà, et donc bah, moi, je vous dis ici, c'est que le début, hein. Ça fait que 6 mois que je suis à fond sur ce genre de choses, donc 6 mois, c'est rien pour moi, on découvre, hein. Mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, quoi. C'est maintenant parce qu'on a une accélération folle de l'utilisation de ces outils-là. Google même va aller vers ça. On l'a vu même cette semaine avec les annonces qu'ils ont faites. Donc c'est le moment. Donc comme d'habitude, un cycle qui s'arrête jamais. J'analyse, enfin je mesure des choses. J'analyse et je trouve des idées d'optimisation. Je mets en place ces optimisations, mais j'ai besoin de mesurer pour vérifier que ces optimisations ont fonctionné. Et si vous vous basez uniquement sur le trafic, ça ne marchera pas bien parce que comme il n'y a pas beaucoup de trafic généré, ce n'est pas le meilleur indicateur. Donc il vous faut des outils qui vont aller récupérer est-ce que vous êtes mentionné ou pas. Olivier. Et donc
Je vous remercie de votre attention.